Do you think that was a smooth operator? I think that was the smoothest operation of my life. Ça y est, la saga Carlos Sainz qui a commencé avec la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari en début d'année, s'est terminée juste avant les vacances. Carlos Sainz sera au volant d'une Williams à partir de l'année prochaine pour donc 2025, 2026 et potentiellement au-delà. Alors on a eu de longs mois, beaucoup de spéculations sur son avenir, pas mal de rebondissements et c'est lui qui détenait toutes les clés du marché, presque du jamais vu en Formule 1 pour le coup. C'est donc un énorme coup de maître de la part de James Valls que de signer une pointure comme Carlos Sainz et ça donne un petit sentiment que Williams réunit de plus en plus d'ingrédients pour redevenir un top team. Mais tout cela n'est pas sans risque, que ce soit pour l'Espagnol, son futur coéquipier thaïlandais, Alexander Albon, et l'écurie britannique Carlos Sainz chez Williams. C'est un choix qui fait sens, oui, qui est osé, et finalement qui est aussi un petit peu par défaut. Bon alors si on prend une image un peu globale, qu'est-ce qu'on a? On a un pilote qui est extrêmement complet, qui est très bon, qui passe de chez Ferrari qui joue dans le haut du tableau à une écurie de bas de tableau qui galère depuis un peu moins de 10 ans. Donc forcément on se dit que là comme ça, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Alors longtemps on a spéculé sur l'avenir de Carlos Sainz. On se l'est vu aller chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, mais ils ont déjà Kimi Antonelli qui devrait être annoncé dans les prochains jours justement. Puis l'affaire Christian Horner et un départ potentiel de Max Verstappen ouvraient un fantasme de le voir aller chez Red Bull, et c'est revenu sur la table avec les mauvaises performances de Perez, mais encore une fois, les Sainz et les Verstappen ne sont pas les meilleurs amis du monde. Très loin de là. Alors un des baquets qui, de mon point de vue, aurait dû être sa priorité numéro 1, c'est celui de Fernando Alonso chez Aston Martin qui représentait tout ce qu'il recherchait. Des moyens colossaux, une marque forte, l'écurie en reconstruction avec un projet établi la plus avancée, qui en bossant bien est capable de faire des podiums, etc. Bon bah oui, Fernando Alonso, il a pas pris 100 000 ans pour se décider de re-signer un petit peu plus chez Aston Martin, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué que l'année dernière. Et puis au fur et à mesure, les options de Sainz se sont vite refermées vers la deuxième partie de tableau, faute de trouver un contrat moyenne durée chez les top teams restants. Mercedes non, Red Bull non, Ferrari bon bah du coup non, McLaren c'est solide, Aston Martin c'est ciao. C'est ciao. Alors dans les restants, on a donc Sauber, futur Audi, Alpine, puisque c'était une question de temps avant que ça pète entre les deux pilotes français et que le management ne tourne à nouveau tel des candidats de Koh-Lanta. Ah, t'es un enfoiré là. Eh ouais. Et puis il restait Haas, Vcarb et donc Williams. Alors je vous fais pas un dessin, Vcarb, bon bah c'est pas le projet, hein. Haas, même si ça fonctionne pas trop mal cette année, c'est pas le projet de Sainz non plus. Restait donc surtout Sauber, futur Audi et donc Williams. Alors j'évacue Alpine assez rapidement, l'arrivée de Briatore et le coup de semi-bluff entre guillemets qui prend de plus en plus forme pour le coup d'avoir un moteur Mercedes dans une Alpine à partir de l'année prochaine ou 2026. A au moins eu la capacité à considérer Alpine comme étant une option relativement sérieuse chez les Sainz. Alpine, c'est une écurie qui a quand même un potentiel de marque qui est assez intéressant, qui est en reconstruction. Encore une fois, avec un Briatore qui fait quand même le ménage à grands coups de balai, si on peut dire, on voit quand même quelques côtés positifs. Sauf que, ils ont sorti Bruno Famin du rôle de team principal pour recommencer un nouveau cycle avec Oliver Hawke, qui arrive donc de la Formule 2. Ça, plus les déclarations dans la presse d'Esteban Ocon relatant le fonctionnement interne de l'écurie qui n'a toujours pas évolué depuis 5 ans, bof. Il y a un peu de flemme de se lancer dans ce genre de projet quand même. Alors Audi a été l'un des candidats les plus sérieux pour Sainz, mais tout reposait sur de la promesse et un potentiel. Rien de très tangible ou très peu était à portée si vous préférez. C'était un vrai risque de signer chez Audi pour un pilote comme Sainz qui cherche à être dans le coup pour le titre d'ici 2 voire 3 ans, globalement. Mais on va y revenir. Et Audi, de son côté, ne peut non seulement pas garantir d'être dans le coup d'ici 2 à 3 ans, mais n'a aucun moyen de montrer où ils en sont par rapport aux autres. Pire, l'équipe de course, Stake F1 Team actuellement, enchaîne les bêtises en Grand Prix, sans compter que la voiture est absolument catastrophique, à tel point que Guanyu Zhou n'a aucune confiance en elle et a l'air même de régresser d'un point de vue pilotage, ce qui est quand même assez incroyable. Alors concernant le moteur Audi, c'est un énorme risque aussi. Il est encore tôt pour savoir si tu te retrouves avec un moteur dont il faut baisser la puissance en qualif pour pas mettre une trop grosse volée aux autres façons de Mercedes 2014, ou si tu te retrouves avec un GP2 engine. Alors on n'est peut-être pas au niveau du GP2 engine chez Audi, mais c'est presque sûr qu'Audi n'a pas l'arme pour écraser des championnats
pour le moment. Alors ajouter à cela les têtes pensantes du projet qui partent, dont Andreas Seidel, ça montre que le projet n'est pas si serein que ça et que ça représente un très gros risque pour Sainz, sachant qu'il va passer 2025 plus qu'à l'arrière du peloton vu l'état de l'équipe actuelle. Alors oui, évidemment, Binotto en directeur technique, ça a du bon, clairement, mais ça n'a pas suffi. Et même si Jonathan Whitley, l'actuel directeur sportif de Red Bull, prendra le rôle de team principal, c'est pas avant mi-2025. Donc c'est méga tard en fait. Audi arrive en Formule 1, mais la timeline du projet est trop longue, c'est rallongé un petit peu et trop risqué du coup pour un pilote de 29 ans comme Carlos Sainz. Reste donc logiquement Williams, leader charismatique, équipe au global en progrès dans les infrastructures, dans la culture d'entreprise, et même si les résultats ne le montrent pas, la voiture est un petit peu plus polyvalente que l'année dernière, mais c'est pas en 2025 que ça va jouer le titre très clairement. Il va falloir un sacré taf pour être dans le coup et au contact des top teams en 2026 et plus loin. Alors Williams est aussi soutenu correctement par Dorilton Capital, qui a une confiance absolue en James Valls, les investissements, les recrutements, les objectifs fixés, tout est très millimétré. Alors, tout n'est pas forcément rempli à 100%, c'est normal, c'est la compète, voilà, ça arrive. Mais pour un fonds d'investissement qui finalement regarde plus les chiffres sur une feuille que les Fast Five, bah, ça parle. Et ils ont bien raison, hein, pour le coup, sinon je serais relativement inquiet pour eux s'ils regardaient juste les Fast Five et pas les chiffres, ce serait la merde. Carlos Sainz correspond parfaitement à l'état d'esprit et à la culture qu'essaie d'inculquer James Valls. Il est très ressemblant dans la mentalité, je trouve, à Alex Albon, créant de mon point de vue la paire la plus complémentaire et intelligente de la grille, que j'aurais presque tendance à mettre au-dessus de Charles et Lewis. C'est bon pour vous? C'est à débattre, hein, mais quand même. Alors oui, Williams est à la fois le choix le moins pire, mais un bon choix quand même, et vu les options et les projections que l'on peut faire, bah, c'est l'option la moins risquée de toutes, mais attention, c'est pas sans risque. Tout est en progrès chez Williams, mais le talon d'Achille, et pas des moindres, ça reste la voiture. Alors oui, elle a progressé légèrement puisqu'elle paraît plus polyvalente. En revanche, elle n'a pas l'air plus rapide en termes de performance pure, quoique Zandvoort pourra peut-être dire l'inverse. Et pour cause, il faut prendre en compte les progrès de Haas et de Wecarb par exemple, sans compter que Alpine redresse doucement la barre aussi. Mais James Valls a réussi à recruter Pat Fry et Matt Harman de chez Alpine, et Pat Fry, c'est normalement pas un peintre. Il a fait McLaren de 93 à 2010, rien que ça, puis Ferrari de 2010 à 2014, entre autres. Matt Harman, pareil, ancien de chez Mercedes, si je dis pas de bêtises, et pour le reste, on compte 26 personnes de chez Mercedes, Ferrari, Red Bull et Alpine qui sont arrivées chez Williams. Combien ? Alors après, Pat Fry et Matt Harman, ce sont eux qui ont fait la bouse qui sert de voiture à Alpine cette année. Mais si la Williams fait un step en avant dès l'année prochaine, ce sera en partie grâce à eux, parce que Pat Fry est déjà au charbon, et ça montrera ce que l'on sait tous déjà plus ou moins, c'est que chez Alpine, le problème, ce ne sont pas forcément les talents qui y travaillent, mais la gestion en interne, les décisions et la culture d'entreprise. Donc, il y a les bons ingrédients chez Williams pour progresser et réussir, mais du coup, maintenant, le plus dur commence, et tout le travail est sur la voiture pour Carlos Sainz, car c'est un pari risqué tout de même d'aller chez Williams, même s'il n'a pas vraiment eu le choix. Sainz va donc descendre dans la hiérarchie entre guillemets, même s'il est un excellent pilote, l'un des plus complets de la grille, même s'il lui manque cette vitesse de pointe qui est pure, qu'on retrouve chez d'autres pilotes comme Hamilton, Leclerc et d'autres, il n'est plus sur le devant de la scène à partir de l'année prochaine. Donc sa valeur sur le marché va décroître automatiquement, et pour revenir dans un top team en 2027, par exemple si jamais ça prend trop de temps avec Williams, bah, c'est pas gagné. Sainz vient peut-être de faire le dernier gros move de sa carrière. À 32 ans en 2027, si Williams est toujours dans le milieu de peloton ou qu'ils n'ont pas suffisamment tiré avantage de l'arrivée de la nouvelle réglementation, ça va être dur de se vendre chez un top team parce que il y aura des nouveaux, il y aura des anciens, le marché il aura bougé et il ne sera plus aussi fort politiquement entre guillemets que cette année sur le marché, parce que cette année c'était lui la pierre angulaire. En revanche, revenir sur le devant de la scène et se battre avec les actuels 4 top teams à la régulière en signant des podiums et pourquoi pas des victoires, là ça change la donne et ça ne fera que réaugmenter sa valeur sur le marché et lui débloquera peut-être une nouvelle possibilité de bouger si jamais il ne se sent plus à l'aise chez Williams. En attendant, il y a beaucoup de travail à abattre et vu la situation, c'est un petit peu un all-in sur Williams, ce qui n'est pas mauvais, que ce soit pour faire des résultats ou pour la suite de sa carrière, je trouve. I guess you want my pancakes, no?
Alexander Albon, Carlos Sainz représentent de mon point de vue l'une des meilleures paires du plateau l'année prochaine. Pas forcément la plus rapide en termes de performance pure, c'est quasiment sûr, mais au global, c'est la plus équilibrée, l'une des plus intelligentes, l'une des plus stratégiques et qui ne laisseront pas passer des occasions de marquer des points dans des conditions difficiles. Ils arriveront à travailler ensemble de ouf, j'en suis persuadé. Alors c'est probablement aussi les égos les moins violents de la grille, donc va y avoir une bonne ambiance, sur et en dehors de la piste. Ça va réfléchir correctement et ça va faciliter le travail des ingénieurs et des stratèges. En vrai, est-ce qu'on a déjà vu un Carlos Sainz s'embrouiller, élever la voix ou quelque chose dans le genre? Alors à part remettre en place son ingénieur une fois de temps en temps, notamment avec Stop Inventing Guys de Silverstone 2022. Il y a un refus de consigne un peu délirante d'ailleurs de la part de chez Ferrari. Ce refus de consigne l'a conduit quand même à sa première victoire en Grand Prix. Mais sinon, je vois pas quand est-ce qu'il s'est énervé. Alors Alexander Albon, pareil, à part de la frustration du temps de chez Red Bull avec le fameux « They race me so hard » et les 2 éjections d'ailleurs de la course de la part de Lewis Hamilton alors qu'il tenait un podium en poche, ça reste quand même très calme chez Alex Albon. Alors attention quand même au style de pilotage. Albon est à l'aise avec une voiture qui est directive, entendez par là un train avant qui répond bien, qui est directionnel, avec un arrière un petit peu léger, bref, ce qu'on appellerait du survirage, là où Sainz a plus de facilité avec une voiture plus sous-vireuse, assez ancrée de l'arrière. On se retrouve un peu sur un line-up comme Leclerc-Sainz chez Ferrari actuellement, sur le pilotage si vous préférez. Après, encore une fois, on abuse de langage en disant style de pilotage, on devrait plutôt parler de facilité de pilotage ou de sensibilité pour dire qu'un pilote fait moins d'efforts ou pilote de manière plus naturelle quand il a une voiture sous-vireuse ou survireuse. Dans tous les cas, la voiture, elle est comme elle est. Voilà, c'est au pilote d'user de son talent pour s'adapter et la faire rouler le plus vite possible. Si elle est sous-vireuse, elle est sous-vireuse. Si elle est survireuse, elle est survireuse. Alors, c'est à la fois horrible et excitant, mais enfin, on va avoir un vrai benchmark pour Alex Albon. Autre que Verstappen à l'époque, parce que lui, il mettait des volets à tous ses coéquipiers, et qui indirectement continue aujourd'hui de mettre des volets, puisque Perez sait se saborder très bien tout seul. Bref, face à Carlos Sainz, qui est une très bonne référence globale, aujourd'hui, on va vraiment voir ce que vaut Alexander Albon. Alors, ça m'attriste un peu quand même, parce que vous le savez, j'aime bien Williams. Je suis devenu de plus en plus fan de James Vowles. Depuis qu'il est chez Williams, j'ai une affection toute particulière pour Alex Albon. Et même si j'étais un peu jeune et con, je haïssais Carlos Sainz au début de sa carrière, voilà, pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, je le porte en très haute estime. Je trouve que c'est devenu un super pilote. Mais à la fin, va y avoir un gagnant et va y avoir un perdant. Alors pareil, ce sera tout aussi excitant de voir le niveau entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari. Leclerc est-il à la hauteur d'un Lewis Hamilton? Et Hamilton, qui a passé son prime, est-il encore au niveau d'un jeune loup comme Charles Leclerc? Alors chez Williams, on est passé quand même de Stroll-Sirotkin en 2018, 2 pilotes payants, au feedback relativement douteux, aux courses hachées, allant malheureusement de mal en pis, bien que Stroll ait fait quelques coups d'éclat, il faut le noter quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César, à aujourd'hui un line-up qui est expérimenté, rapide, intelligent, et si Sainz arrive à embarquer quelques petits sponsors, et pourquoi pas Santander par exemple, ça continuera de donner une impulsion énorme à Williams. Le tour de bras en 1 an et demi de la part de James Vowles, il est absolument inouï. C'est incroyable. Signer Carlos Sainz, en plus des services du pilote et de ce qu'il représente et peut apporter directement et indirectement à l'écurie, c'est envoyer un message qui est très fort à tout le monde pour dire un pilote de ce calibre nous a choisi, nous, au lieu d'une marque comme Audi ou Alpine. Il croit dans le projet, le gars. La signature de Sainz est la preuve pour le personnel de chez Williams que tous les efforts entamés depuis des mois et des mois ont payé et qu'ils sont sur la bonne route et qu'il faut encore continuer. C'est certainement l'un des meilleurs boosts, l'un des boosts les plus énormes pour toute l'écurie. Alors Williams a gagné à la loterie, mais le plus dur commence, concevoir et produire une voiture digne d'un top team pour revenir devant, et comme Rome, ça va pas se construire en un jour. On peut passer sur 2025 en termes de résultats, mais il faut que ce soit prêt pour 2026, ou du moins dans le coup. Mais ils ont maintenant les pilotes, le team principal, il faut encore confirmer la bonne décision d'avoir recruté les pointures comme Pat Fry, Matt Harman et les autres. Ils ont les infrastructures qui sont en progression, il y a presque tout d'un top team sauf la voiture. Bref, c'est encore une vision, c'est encore un rêve qui peut se transformer en réalité, mais le chemin est encore bien long.